Bonjour à tous. Nous allons démarrer notre matinée avec Dr Chalabi, praticien hospitalier au laboratoire d'hémato du CHU de Pointe-à-Pitre, qui va nous présenter les syndromes myéloprolifératifs du sujet âgé. Je remercie, merci Sadia, je remercie tous les organisateurs de m'avoir invité pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, j'avais parlé du myélome en biologie. Cette année, c'est les syndromes myéloprolifératifs du sujet âgé. Donc je commencerai d'abord pour vous parler du point de vue de l'hématologiste. Qu'est-ce qu'un sujet âgé? Alors l'âge peut être défini par la capacité à recevoir un traitement. Pour ce qui est de l'allogreffe, l'âge limite est de 60 ans. Pour l'autogreffe, il est de 65 ans. Pour la chimiothérapie intensive, 70 ans. Et actuellement, nous allons le développer tout à l'heure pour ce qui concerne les syndromes myéloprolifératifs, les thérapies ciblées qui, elles, n'auraient pas de limite que les comorbidités ou l'état du patient qui pourrait s'opposer à la mise en route de ces traitements. Le deuxième point, c'est que habituellement, les essais cliniques concernant les traitements qui concernent les hémopathies du sujet âgé, c'est que se font sur des sujets jeunes, en général sur des sujets de moins de 50 ans. Actuellement, commencent à se développer des essais cliniques chez le sujet âgé. Comme ça, ils correspondront en pratique à la vraie vie. Et enfin, les particularités des hémopathies du sujet âgé. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des comorbidités. Ensuite, il y a des pathologies spécifiques qui peuvent concerner uniquement les sujets âgés ou préférentiellement les sujets âgés, sont très rares chez les jeunes, ou des particularités évolutives différentes qui concernent le sujet âgé. Et puis enfin, le traitement. Est-ce qu'il faut traiter? Parfois, c'est un arbitrage entre des soins de support et éviter de traiter, ou alors adapter le traitement à travers la dose ou la durée du traitement. Après ce préalable, qu'est-ce qu'un syndrome myéloprolifératif? Donc là, vous avez la définition. C'est une prolifération clonale de souches hématopoïétiques uniquement myéloïdes qui conservent une capacité de différenciation au contraire des leucémies aiguës. Sur cette diapo, vous avez à partir de la cellule souche pluripotente qui donne naissance à des cellules souches myéloïdes et lymphoïdes, les syndromes myéloprolifératifs se développent à partir de la cellule souche myéloïde et selon la cellule finale peuvent donner différents syndromes myéloprolifératifs, la polyglobulite vaqueuse pour les globules rouges, les plaquettes pour la thrombocytémie essentielle, et la leucémie myéloïde chronique pour les granuleux. Encore une diapo pour rappeler qu'à partir d'une cellule souche, on a différents syndromes myéloprolifératifs. Donc j'ai parlé de la LMC, de la leucémie myéloïde chronique, de la polyglobulite vaqueuse. Pour la LMC, c'est le transcrit BCR-ABL, mais ça aussi on développera tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Le JAK2 pour la polyglobulite vaqueuse, la thrombocytémie essentielle et la splénomégalie myéloïde. Et enfin, le MPL W515 pour la myélofibrose et parfois pour la thrombocytémie essentielle. Un peu plus de définition. Le type de syndrome myéloprolifératif est basé sur la lignée cellulaire prédominante. Mais l'hémogramme est souvent perturbé sur d'autres lignées. Ça veut dire que même dans une polyglobulie, il n'y a pas uniquement la lignée érythrocytaire qui est perturbée, on peut avoir une prolifération granuleuse associée, ce qui donne parfois des difficultés diagnostiques, mais les marqueurs cytogénétiques et moléculaires peuvent nous aider à affiner le diagnostic. En tout cas, les 4 principaux syndromes myéloprolifératifs, et ce sont ceux qu'on développera aujourd'hui, c'est les 4 principaux, qui sont la LMC, la polyglobulite vaqueuse, la thrombocytémie et la myélofibrose. Les autres, qui font partie en même temps que les 4 principaux de la classification OMS des hémopathies malignes pour ce qui est des néoplasies myéloprolifératives malignes. Il y a la mastocytose systémique, la leucémie chronique aéosinophile, pardon, il y a une correction qui m'a échappé, c'est aéosinophile, et puis la leucémie chronique apolynucléaire, et enfin des néoplasies myéloprolifératives inclassables parce qu'elles ne répondent pas aux critères qu'on a donnés pour les autres.
On commence par la leucémie myéloïde chronique, qui est le syndrome myéloprolifératif qui en est bénéficié ces dernières années de développement très important, au point qu'à partir d'une maladie qui était dans l'espérance de vie était de 3 à 4 ans l'absence de traitement, ou même avec les traitements existants, est passé à, je ne peux pas parler de guérison, mais en tout cas un contrôle de la maladie avec une bonne qualité de vie. Et même les essais cliniques d'arrêt de médicaments sont très encourageants, puisqu'on peut d'ores et déjà commencer à parler de guérison à une certaine proportion de patients avec l'arrêt du traitement ne rechute pas. Alors, quelques mots d'histoire. La LMC est connue depuis 1852 et c'est Sir Bennett, un médecin écossais, qui l'a décrite après une autopsie. Et on a tous peut-être entendu parler de sang purulent, puisque l'hyperleucocytose rend un sang épais. Et ce qu'il avait constaté dans son autopsie. Ensuite, une étape importante dans la connaissance de la LMC, c'est la découverte en 1960 par Nowell et Hungerford de chromosome Philadelphie, pour lequel je crois qu'ils ont eu un prix Nobel. Et en 1973, le chromosome Philadelphie a été caractérisé par Janet Rowley, où elle a découvert qu'il s'agissait d'une translocation réciproque entre le chromosome 9 et le chromosome 22. En juin 1996, le premier patient atteint de LMC a été traité par un inhibiteur de tyrosine kinase, qui est un traitement ciblé, c'est la première thérapeutique ciblée, qui s'est développée très rapidement en quelques années, c'est-à-dire entre 1996 et 2002, on a eu la première AMM, et depuis 2002, les patients sont traités avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Quelques mots sur l'épidémiologie. Il y a 5050 cas aux États-Unis en 2009, 250 cas en France, 2 cas en Guadeloupe chaque année. L'incidence augmente avec l'âge. C'est là où on voit que ça touche le sujet âgé. De plus en plus le sujet âgé, et sera d'autant plus âgé que le traitement sera de longue durée. Et enfin, c'est une hémopathie chronique rare, c'est considéré comme une maladie orpheline, et elle touche un peu plus l'homme que la femme, avec un sexe ratio de 1,1. Le trait dominant dans la LMC, c'est une hyperleucocytose avec myélémie. C'est-à-dire que nous, en tant que biologistes au laboratoire, c'est souvent le signe d'appel, une hyperleucocytose avec une myélémie, une légère anémie, du moins au début, et une numération plaquettaire qui peut être normale, qui peut être élevée, et surtout des indices qui peuvent attirer l'attention, c'est l'hyperéosinophilie, l'hyperbasophilémie, qui peuvent manquer, mais en général, on les retrouve assez souvent. Sur le plan physiopathologique, la LMC repose sur la découverte du chromosome Philadelphie, puisque c'est cette mutation, cette anomalie, est dans la genèse de la maladie. Alors, comme je vous en avais parlé, c'est une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Et le chromosome Philadelphie, c'est le chromosome 22 ainsi modifié. Là, on détaille un peu plus sur les points de cassure, c'est-à-dire à partir d'un chromosome 9 normal, vous avez le chromosome 22 normal. Les zones de cassure, c'est une zone BCR qui est une zone de fragilité sur le chromosome 22, et l'ABL qui est un oncogène, c'est-à-dire que cet échange entre les deux chromosomes, aboutit à un gène hybride à activité tyrosine kinase qu'on appelle BCR-ABL. C'est un gène de fusion et qui code pour une protéine à activité tyrosine kinase, et c'est là la cible des traitements, des inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont fait la révolution du traitement de cette maladie. Alors, selon les points de cassure sur les gènes BCR et ABL, on a des transcrits différents par le poids moléculaire et par les niveaux de cassure. Vous avez ainsi un transcrit B2A2 avec P210, B3A2, P210. Ça, c'est les poids moléculaires, ou FA2, P de 190, et enfin le P de 130. La leucémie myéloïde chronique, cliniquement, elle se présente
par... c'est pas très typique, mais le point le plus important, c'est la pesanteur abdominale. C'est un patient qui a un ventre volumineux, plus ou moins, tout dépend du degré d'évolution de la maladie, mais souvent la rate peut atteindre des dimensions jusqu'à atteindre l'ombilic et même plus bas, dans la fosse iliaque. Elle est retrouvée dans 50 à 90% des patients. Ensuite, les ecchymoses et les purpura peuvent survenir au cours d'évolution parce que dans les syndromes myéloprolifératifs, les cellules peuvent faire l'objet de cytopénie, mais également les plaquettes, il y a des thrombopathies qui concernent les plaquettes et peuvent agir sur les temps de saignement, de coagulation. Il y a des signes de leucostase, notamment au niveau pulmonaire, et des symptômes neurologiques selon les localisations. Sur le plan de la biologie, au niveau du sang périphérique, donc je vous le rappelais tout à l'heure, le frottis sanguin ne peut donner qu'une présomption de diagnostic puisqu'il permet d'évoquer la maladie. Il y a des indices qui sont plus ou moins concordants qui peuvent s'intégrer dans l'évocation de ce diagnostic de LMC. C'est la thrombocytose qui est retrouvée chez 50% des patients, l'hyperéosinophilie et l'hyperbasophilémie. Alors, autre considération diagnostique dans la LMC, la démonstration de la translocation NEF22 est absolument essentielle pour le diagnostic de la LMC. Si elle manque, on ne peut pas affirmer avec certitude le diagnostic. Alors le karyotype donc, affirme le diagnostic, nécessite un prélèvement de moelle, permet l'évaluation de l'évolution clonale, c'est-à-dire que l'apparition du chromosome Philadelphie n'empêche pas l'apparition d'anomalies chromosomiques surajoutées. Et enfin, des karyotypes complexes peuvent masquer le chromosome Philadelphie. Ça, c'est des difficultés d'interprétation du karyotype. Notamment, la translocation peut impliquer d'autres chromosomes. Et il nous est déjà arrivé, dans notre pratique quotidienne, d'avoir d'autres chromosomes impliqués. Donc, en gros, ces translocations 9, 22, 13, c'est un exemple fictif, mais peut impliquer d'autres chromosomes. Alors, autre élément dans le diagnostic, c'est-à-dire c'est l'hybridation in situ. Là, vous avez une image d'hybridation in situ ou fiche. À travers des sondes complémentaires, on peut marquer les parties des gènes sur le chromosome 9 et sur le chromosome 22. On peut marquer le BCR, on peut marquer l'ABL. Et donc, cet examen permet le diagnostic, comme le karyotype. Il peut se faire sur du sang, peut se faire sur la moelle, mais peut se faire sur du sang, et permet l'identification des translocations cryptiques impliquant BCR-ABL. Cryptique, c'est-à-dire impliquant d'autres chromosomes. Le dernier examen, c'est la biologie moléculaire, c'est la RT-PCR quantitative, qui permet également de faire le diagnostic, ne nécessite pas de prélèvement de moelle, bien qu'elle puisse se faire sur la moelle. Son intérêt est surtout qu'elle peut quantifier le taux de transcrit au moment du diagnostic, mais en même temps pour le suivi. Et de nombreuses amorces permettent de détecter la P190 ou la P210 ou la P230. Enfin, peut rater des translocations alternatives parce que la recherche de ces translocations se fait à partir d'amorces. Et si on n'a pas l'amorce correspondante, on peut rater cette... Donc là, j'ai parlé de la P190, mais il peut y avoir une P250, par exemple, qu'on ne peut pas encore. Ça dépendra des développements des amorces en biologie moléculaire. Le suivi, le diagnostic et le suivi cytogénétique et moléculaire est résumé sur ce tableau. À partir de plusieurs tissus, deux tissus, la moelle osseuse et le sang périphérique, avec des sensibilités différentes. Vous avez la sensibilité du karyotype qui est de 1 à 10%, c'est-à-dire qu'elle peut détecter, vous avez en bas le nombre de cellules leucémiques détectées pour 100 cellules. Et la variation de sensibilité est très importante entre la biologie moléculaire et la cytogénétique. Elle est un peu meilleure avec le FISH,
Mais chaque examen a ses avantages. Ils sont résumés là à droite du tableau. Tous permettent le diagnostic. L'évaluation des anomalies cariotypiques surajoutées peuvent être vues dans le cariotype classique, conventionnel, mais pas dans le fiche, puisque dans le fiche, il faut avoir des brins complémentaires, alors que là, c'est un screening complet de tous les chromosomes, et on peut détecter des anomalies surajoutées, d'autant qu'elles peuvent apparaître en cours d'évolution. Et un point sur la biologie moléculaire, ça permet de suivre en routine, comme je vous avais dit tout à l'heure, ça mesure le taux de transcrit, donc ça permet de suivre la diminution du taux de transcrit ou sa stagnation, voire sa remontée. Excusez-moi, je n'arrive pas à revenir en arrière. La molette, voilà. Je crois que j'ai tout dit à travers ce tableau, donc je passe à la diapo suivante. Les options de traitement qu'on a pour la LMC, et c'est là que les grands développements ont eu lieu. Ce tableau, qui est fait par le MD Anderson d'Houston, où ils ont repris la totalité des patients traités dans leur centre à partir de 1965 sur plusieurs périodes. Et chaque période correspond aux options thérapeutiques qu'on avait pour le moment. Entre 1965 et 1974, où les thérapeutiques utilisées étaient l'hydréa, la radiothérapie, le busulfan, sur les 123 patients, les 123 sont décédés. Vous avez la courbe bleue qui retrace ça. Ensuite, on est passé dans la période 1975-1981 à de la chimiothérapie intensive. On a considéré ça comme une leucémie aiguë, on a traité de façon intensive. Mais là non plus, les résultats sont décevants, ont été décevants. Sur 132 patients, 129 sont décédés. Les choses commencent à s'améliorer à partir des premiers essais cliniques avec l'interféron, puisque ça a été la première thérapeutique qui a agi sur la cible, c'est-à-dire qui a pu faire disparaître le chromosome Philadelphie. Et là, les résultats sont quand même meilleurs que les deux précédents. Vous allez sur 364 patients au départ, 273 sont vivants. L'amélioration du traitement a continué entre 1990 et 2000. Sur 963, 425 sont décédés, c'est-à-dire que la moitié ont survécu. Et enfin a commencé l'ère de l'imatinib, c'est-à-dire du Glivec. Et là, c'est 31 patients décédés sur 302 patients, c'est en gros 10%. Et en plus, quand on considère les morts uniquement dues à la LMC, c'est seulement 15 patients, parce que les autres sont décédés d'une autre cause et pas uniquement liés à la LMC. Donc le Glivec, ce fameux Glivec, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase. Oui, non, mais donc c'est une thérapie ciblée qui bloque le produit du gène, la tyrosine kinase, qui a une activité proliférative qui est à l'origine de la maladie. Les repères du traitement de la LMC, c'est la rémission hématologique, la rémission cytogénétique et la rémission moléculaire. La rémission hématologique, c'est-à-dire que là, la normalisation de l'hémogramme, la disparition de la rate, enfin vous avez la disparition des symptômes en général. La rémission cytogénétique, c'est la disparition du chromosome Philadelphie. La rémission moléculaire majeure, là c'est un point important, c'est la baisse de 3 logs à partir du diagnostic. Et la réponse moléculaire complexe, c'est plus de 3 logs, c'est-à-dire l'indétectabilité. Ce traitement fait l'objet de recommandations à partir d'un réseau européen sur les leucémies, dont l'objectif, je rappelle les objectifs principaux, c'est la rémission cytogénétique complète, enfin rémission hématologique à 3 mois et la rémission cytogénétique complète à 12 mois, et la rémission moléculaire majeure à 18 mois. Les mécanismes de résistance, il y en a deux. Il y a la résistance primaire qui est un défaut de réponse primaire au traitement. Et la résistance secondaire, c'est une perte de réponse chez quelqu'un qui répondait déjà. Les mécanismes, j'ai encadré les deux principaux, c'est les mutations de BCR-ABL et la duplication du BCR-ABL. Sur le tableau suivant, vous avez les différentes mutations dont BCR-ABL peut faire l'objet. Et j'ai mis en rouge celles qui résistent à tous les traitements existants, puisqu'il y a d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase qui peuvent parfois, par exemple, là vous voyez
c'est la E255V est résistante à l'imatinib, mais elle peut répondre un peu au bosutinib, qui est un autre inhibiteur de tyrosine kinase, encore un peu mieux au dasatinib. Donc l'importance de la T315I, parce que c'est un écueil au traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase. Les options qu'on a en cas de résistance ou d'intolérance, c'est l'augmentation des doses. Donc augmentation des doses, passer à un inhibiteur de deuxième génération, ou en cas de mutation de 315I, c'est d'inclure dans d'autres essais cliniques, soit l'homoharringtonine ou le ponatinib, qui est un inhibiteur de troisième génération très prometteur en cas de mutation. Et enfin, la greffe de cellules souches, c'est la greffe de moelle, dont je détaille un peu que ça reste la seule option curative, même si elle a été abandonnée. Autrefois, c'était le seul traitement qui permettait d'espérer de guérir. Là, elle a été abandonnée du fait de la mortalité qui reste importante, et elle a été abandonnée comme option pour le traitement initial de la LMC. Je passe pour passer aux autres syndromes myéloprolifératifs que je me contenterai de survoler, puisque le temps qui m'est imparti est très court. Donc, le trait dominant dans la polyglobulite vaquesse, c'est l'élévation des paramètres érythrocytaires, les globules rouges, l'hémoglobine et l'hématocrite, avec une hyperleucocytose modérée, plus ou moins une thrombocytose. Les signes cliniques, c'est surtout l'érythromélalgie, c'est-à-dire une sensation de brûlure au niveau des pieds et des mains, accompagnée d'un érythème. En général, un polyglobuque, ça se voit quand vous le voyez. Il se plaint de prurite après un bain. Et puis les organomégalies. Le diagnostic qui reposait autrefois sur les critères de la polycythémia vera stadium group, que vous voyez ici, ont été abandonnés au profit des nouveaux critères qui tiennent compte de la mutation JAK2 que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui est devenu un critère important dans le diagnostic. Donc vous avez les critères majeurs, l'augmentation de l'hémoglobine et la présence de la mutation JAK2 qui sont des critères majeurs, et les critères mineurs que vous voyez détaillés. Il faut 2 critères majeurs et un critère mineur, ou un critère majeur et 2 critères mineurs pour affirmer le diagnostic polyglobulite vaquesse. Donc, un mot sur la mutation JAK2. C'est une mutation du récepteur kinase situé sur le chromosome 9p. Elle consiste en la substitution d'un acide aminé, une valine par une phénylalanine. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi JAK2 V617F, dans le domaine pseudokinase de JAK2. C'est une mutation somatique acquise et dont l'incidence est élevée dans la polyglobulite vaquesse, où on la retrouve dans 95%, et une plus faible incidence dans la thrombocytémie essentielle, où en gros on la retrouve dans 50% des thrombocytémies essentielles et 50% de la splénomégalie myéloïde. L'évolution sous traitement, je passe, c'est surtout le risque thrombotique qu'on peut contrôler par de l'aspirine à faible dose. Également, si le risque est élevé, notamment pour ce qui est des personnes âgées ou avec des antécédents de thrombose, on peut rajouter l'hydréa et également les saignées. Les saignées peuvent être faits uniquement chez les personnes à bas risque. Chez les hauts risques, c'est les saignées, l'aspirine plus l'hydréa. Là, je détaille les facteurs de risque, qui sont l'âge, les antécédents de thrombose, les plaquettes, la numération de plaquettes supérieure à 1,5 million et la présence de facteurs cardiovasculaires. La thrombocytémie essentielle, le trait dominant, c'est le nombre élevé de plaquettes. Elle est asymptomatique dans 30 à 50% des cas. Des signes vasomoteurs, la splénomégalie peut donner lieu à un ballonnement abdominal. Le JAK2 qui est présent dans 50% des cas. Les critères diagnostiques de l'OMS sont détaillés là-dessus. Et pour affirmer le diagnostic, les 4 critères doivent être respectés. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les autres où il faut une alternance de critères majeurs, critères mineurs. Les 4 critères doivent être... L'évolution dans le temps, comme pour la polyglobulite vaquesse, les risques, c'est la thrombose ou la transformation aiguë, qui reste quand même faible après 15 ans d'évolution. Et puis la myélofibrose. Le risque élevé, c'est toujours l'âge, les antécédents de thrombose et l'exposition à une numération de plaquettes supérieure à 1 million pendant une longue période. Le traitement, c'est à peu près la même chose, aspirine à faible dose, l'hydréa.
pour le risque élevé, l'hydréa, aspirine à faible dose, mais il y a d'autres options, comme l'anagrélide, qui reste une option. On peut aussi traiter avec l'interféron pégylé. Enfin, je termine avec la myélofibrose primitive ou splénomégalie myéloïde, dont le trait dominant, c'est la métaplasie myéloïde. Ça veut dire que la prolifération concerne plusieurs organes. En fait, peut se situer dans n'importe quels organes. Habituellement, c'est surtout le foie et la rate qui sont volumineux du fait du développement d'une hématopoïèse délocalisée, si je puis dire, avec une érythromyélémie sur le sang périphérique et la présence de quelques blastes. Les dacryocytes sont des indices importants de myélofibrose, et puis une anémie plus ou moins légère qui évolue dans le temps au fur et à mesure de l'évolution. Les critères, là aussi, il y a des critères majeurs, des critères mineurs. Ils sont détaillés, je vous laisse prendre connaissance. Et le diagnostic exige de répondre à ces 3 critères majeurs, plus de critères mineurs. Donc les critères majeurs sont obligatoires, les critères mineurs, il en faut 2 de plus. Je passe à la diapo suivante. L'évolution de la splénomégalie myéloïde, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la fibrose progresse, l'aggravation des cytopénies génère une dépendance transfusionnelle, et l'aggravation de la splénomégalie et des symptômes liés à la métaplasie myéloïde, c'est-à-dire le foie augmente encore plus de volume, la rate aussi. Et le taux de transformation aiguë est rare, et malgré cette absence ce taux faible de transformation, le taux de survie à 3 ans est de 50%. Autant dire que c'est une maladie qui est grave et surtout difficile à prendre en charge. Alors, le traitement dans le risque faible, c'est-à-dire sans symptômes, une splénomégalie qui ne présente pas de symptômes, on reste dans l'expectative, c'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose. Si le risque est faible, on peut mettre un peu d'hydréa. On a essayé les androgènes et les corticoïdes, la splénectomie ou l'irradiation splénique. Et enfin, un traitement qui est assez intéressant. J'ai personnellement un patient sous lénalidomide qui répond très bien, alors que rien ne permettait d'envisager cette issue. Et là, ça fait 2 ans qu'il a remonté ses globules rouges, ses plaquettes. Et enfin, l'option de la greffe de moelle reste à considérer. J'espère que j'ai respecté du tout. Mais à bon. quelque chose près. Oui, donc, il y a plus de 5 minutes de débordement. En tout cas, merci beaucoup pour cette communication très claire et le diaporama très bien illustré. Et donc, je demande à la salle s'il y a des questions, si vous avez 1 ou 2 questions. Oui, donc qui porte les micros? Je ne suis pas dans... Ah oui, il faut des personnes... Jacqueline, il y a au fond... Merci, Jacqueline. Bonjour, je voulais vous demander quelle était la part de génétique intervenant dans le traitement par l'imatinib, puisqu'on fait des phénotypes et génotypes de la Tata Box et de la maladie de Gilbert dans ce cadre-là. Pourquoi et quel est le... Est-ce que c'est dans l'AMM ou est-ce que c'est une recommandation parce que ces patients atteints de maladie de Gilbert ne répondent pas? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire la maladie... On parle de l'imatinib, enfin du Glivec dans la LMC. Vous me parlez de la maladie de Gilbert. Quel lien vous faites entre les deux? Avant la prescription d'imatinib, on a très souvent une demande de génotype. Alors, le même gène que la maladie de Gilbert, qui est la Tata Box du gène, qui en fait est demandé avant la mise sous traitement du patient. Par le Glivec. Voilà. Je vous avoue que moi, j'ai l'expérience de la LMC, mais je n'ai pas l'expérience de la maladie de Gilbert et je ne peux pas répondre à votre question. Donc, ça ne fait pas partie de la mise sous traitement obligatoire, comme certains dosages dits dosages compagnons. Non, il y a un bilan qui est prévu avant de commencer un traitement par le Glivec. Il y a un bilan hématologique, enfin, ce que j'avais détaillé, mais on n'a pas, ça ne fait pas partie des recommandations pour ce qui concerne la prise en charge de la LMC. D'accord. Et de plus, je n'ai pas d'expérience particulière sur ce sujet, donc ce que je peux vous dire, c'est la translocation 922 est une anomalie acquise, ce n'est pas une maladie génétique.
C'est une anomalie qui n'existait pas à la naissance et qui apparaît, et c'est là que se déclenche la maladie. C'est quand cette anomalie apparaît, c'est une anomalie acquise. Oui, oui, tout à fait, mais je me demandais pourquoi on recherchait ce génotype de Tata Box avant, et si c'était dans les recommandations de dosage compagnon, puisqu'il y en a maintenant de plus en plus. Je sais que, ça n'a rien à voir, mais je sais que par exemple, les gastros font une recherche de JAK2 quand ils ont une thrombose des veines sus-hépatiques, parce que les syndromes myéloprolifératifs s'accompagnent souvent de manifestations thrombotiques. Et comme mode révélateur d'un syndrome myéloprolifératif, surtout la polyglobulite vaquesse et la thrombocytémie essentielle peuvent se manifester par des thromboses des veines sus-hépatiques. Mais c'est toujours dans le cadre d'anomalies acquises. C'est pas... J'ai pas notion de lien entre le transcrit BCR-ABL ou le chromosome Philadelphie et la maladie de Gilbert. Merci. Je sais que j'ai pas répondu à votre question complètement, mais ce n'est pas... C'est-à-dire que comme je suis purement biologiste, vous avez répondu à ma question, puisque ça veut dire que le clinicien s'en sert pas. Donc vous avez très bien répondu à ma question. Merci. Merci. Y a-t-il une autre question? Non ?